source de vie de toutes choses, foyer de milliards d'étoiles, chacune ayant sa place dans l'ordre céleste, toutes étant gouvernées par la loi infinie du cosmos. Tandis que l'énergie de l'univers, toujours en expansion, continue de croître dans une mer de fusion et de création, la profondeur infinie de la réalité cosmique s'étreint elle-même dans la structure de la destinée et la conscience de l'humanité grandit en accord avec les lois cosmiques. Depuis sa naissance, le genre humain a regardé en direction des étoiles, comme s'il obéissait à une force inconnue qui lui disait « Tu n'es pas seul, tu fais partie de l'évolution de l'univers et tu te diriges vers une ère de connaissance plus élevée. » Avec sa complexité infinie et son influence indéniable, l'univers en expansion est le kaléidoscope des rêves humains. Grâce à de nouvelles attitudes et à de nouvelles approches, notre compréhension grandit, emmenant la science vers de nouveaux horizons. Nous commençons enfin à saisir la signification du précepte suprême inscrit sur le portique de Delphes, « Connais-toi toi-même ». Aujourd'hui, nous avons un nouveau concept de la science qui prouve que tous les systèmes naturels, des minéraux à l'homme, héritent d'une mémoire collective de leur genre. L'un des grands pionniers qui a réalisé une percée dans ce domaine est le professeur Rupert Sheldrake, biologiste, dont les remarquables découvertes ont ébranlé les fondements de la science établie. Tout mon travail repose sur l'idée de l'univers en évolution. Jusqu'en 1966, la plupart des gens voyaient l'univers comme quelque chose d'essentiellement statique, surtout les physiciens. L'idée était que l'évolution se produit sur Terre dans les domaines biologiques et humains, dans un univers qui est au mieux statique, au pire en train de s'arrêter, un univers qui ralentit plutôt qu'il évolue. Depuis 1966, nous avons l'idée d'un cosmos en évolution, une évolution en cosmologie. Et cela change tout, car maintenant, nous voyons l'évolution biologique dans le contexte de l'évolution cosmique. Et l'idée d'évolution cosmique nous donne à penser que la physique, la chimie, tout est en train d'évoluer. D'où mon interrogation. Si tout est en train d'évoluer, pourquoi les lois de la nature n'évolueraient-elles pas elles aussi, comme toute habitude? C'est l'essentiel de mon travail sur la résonance des formes. Et il dépend entièrement de la perception que j'ai de l'évolution de l'ensemble de la nature. La conscience de notre héritage fondamental est inhérente à notre être. L'éveil de la sagesse de l'ensemble est inexorablement gravé au sein de l'essence de notre esprit. L'influence de la motivation à la concrétisation est à la base de notre existence et est prévisible dans le cours de notre évolution. Les pyramides témoignent des merveilles de notre passé. Elles mettent leurs réserves d'énergie issues du cosmos au service d'une autre civilisation en vue d'un éventuel besoin. D'après ce que nous savons, ces citadelles tirent leurs origines d'un passé très lointain. C'est le propre de l'homme civilisé que d'édifier de telles structures tournées vers la source de pouvoirs inconnus. Le défi des réalisations futures est la force motrice du progrès humain. Du fond des âges, les traditions culturelles et artistiques nous rappellent la visite de professeurs venus du cosmos. Ces traditions datent de l'époque où des engins spatiaux issus d'autres mondes sont arrivés sur Terre. Les faits historiques apportant la preuve de fréquentes visites d'extraterrestres ont été révélés par Erich von Däniken. Erich von Däniken
est un écrivain à succès qui a étudié la relation existant entre les vestiges archéologiques et la présence des extraterrestres. Nous sommes influencés par des extraterrestres depuis des milliers d'années et nous continuerons à l'être dans l'avenir. Tout sera influencé jusqu'à ce que l'homme ait atteint sa plénitude. Autrement dit, quand une pomme est mûre, elle tombe de l'arbre, environ 2 jours plus tard. C'est pareil dans la pensée globale. Les extraterrestres nous influencent aujourd'hui. Ils influencent des personnalités éminentes qui, de ce fait, pensent positivement et influencent les autres à leur tour. Il y a ainsi un courant constant d'énergie, de pensées nouvelles, d'idées nouvelles aussi, de l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a des milliers d'années, les ancêtres des Indiens du Pérou avaient une civilisation extrêmement avancée. Ce peuple vivait dans la jungle de l'Amérique du Sud. Ces traditions évoquent la visite d'hommes venus de l'espace. On trouve dans leurs réserves de la région de Nazca d'étonnantes lignes géométriques gravées à même le sol et connues pour être un site de pistes d'envol et d'atterrissage d'engins volants. On y a trouvé des objets très anciens qui ressemblent beaucoup à nos avions d'aujourd'hui. Les étonnants motifs relevés dans certains champs d'Angleterre ont suscité un grand intérêt et on peut se poser la question d'un éventuel rapport avec les dessins géométriques du Pérou. Eric von Daniken, écrivain. Je connais bien les Indiens Hopis qui vivent aujourd'hui en Arizona. Mais leurs traditions disent qu'il y a des milliers d'années, ils étaient établis en Amérique du Sud. Et que c'est à cette époque qu'ils ont été déplacés par des visiteurs extraterrestres, appelés Kachinas. Les Kachinas ont sauvé les Indiens Hopis quand leur continent a menacé de sombrer. Ces êtres célestes, les Kachinas, sont les professeurs des Indiens Hopis. Et aujourd'hui encore, les Hopis fabriquent des figurines représentant les Kachinas pour la nouvelle génération, de sorte que nul ne puisse oublier la visite des initiateurs venus de l'espace. Aujourd'hui encore, les Hopis sont convaincus que les Kachinas reviendront sur Terre un jour. Il est intéressant de noter qu'en montrant à Barbe Blanche, l'un des membres les plus âgés des Indiens Hopis, des photos des sites mayas de Tikal et de celui de Palenque, il est devenu tout excité et a dit « Nous comprenons ça. Nos ancêtres les ont construits selon les indications des Kachinas. » L'immense source d'énergie du cosmos peut être domestiquée et concentrée pour constituer une forme d'énergie électrique et magnétique très puissante. Cette énergie a un grand potentiel destructeur et le pouvoir de la contrôler ne peut être donné qu'à des gens dotés d'une compréhension et d'une sagesse élevée. Des réserves de cette énergie ont été constituées dans les grandes pyramides par une autre race, il y a des milliers d'années, quand ces appareils avaient besoin de se réapprovisionner lors de vols de reconnaissance à travers l'univers. Ces unités d'approvisionnement ont été édifiées à l'intérieur de la structure protectrice des pyramides afin que nul ne puisse les découvrir. Tandis que le monde s'interrogeait sur ces mystérieux monuments égyptiens, nos sondes spatiales localisaient d'étranges pyramides semblables sur Mars. Johannes von Butlar, astrophysicien, écrivain. Nous avons trouvé de très anciennes structures sur Mars, des pyramides, et en particulier un grand visage humanoïde regardant vers le ciel. Toutes les recherches menées sur Mars, grâce aux sondes Viking, montrent assez clairement que Mars a été dans le passé, disons, différente. La composition physique indique un système écologique et les pyramides, justement, indiquent de façon vraiment claire qu'il ne peut s'agir de structures naturelles. Je suis persuadé qu'elles sont artificielles. Le visage humain ou humanoïde de Mars montre qu'il y a eu des visiteurs dans le passé, il y a très longtemps. Ils étaient humanoïdes.
lecture des premiers chapitres de la Sainte Bible fait apparaître de nombreux récits de la visite sur Terre de guides venus du ciel sur des chariots de feu porteurs d'informations d'une grande sagesse. Ils disaient qu'ils avaient toujours été dans le ciel et qu'ils y retourneraient un jour. Cette prophétie de la Bible est tirée du message des visiteurs. Comment l'homme moderne s'y est-il pris pour interpréter ces indices sacrés? Les visionnaires du passé ont perçu la structure du cosmos et son but. L'esprit vivant des éléments est un miroir chargé de perception et d'énergie sans cesse changeant. La spirale de cette conscience intelligente est la conséquence de l'équilibre harmonique de l'univers. À l'intérieur du cercle toujours en évolution de la régénération cosmique se trouve la force vitale de progression à travers laquelle se forme la mémoire universelle de l'intuition. Léonard de Vinci était un grand visionnaire. Il a compris la signification de l'hologramme de l'homme par rapport à sa place dans l'ordre de l'univers. Parmi les premiers astronomes, nombreux sont ceux qui ont étudié le ciel d'un point de vue principalement idéologique. Galilée s'est appliqué à analyser le cosmos dans le seul but de découvrir les lois qui le régissent. Kepler croyait dans la loi des relations conditionnelles selon laquelle toute expérience scientifique peut être résolue par l'utilisation des mathématiques. L'harmonie mathématique est décelable dans chaque chose du monde réel. Il a eu également l'intuition des voyages dans l'espace, et ce, dès le début du XVIIe siècle. Dans une lettre à Galilée, il écrivait « Créons des vaisseaux et des voiles adaptés à la voûte céleste, et leurs passagers n'auront pas peur du vide. En attendant, nous préparerons pour ces courageux voyageurs du ciel la carte des déplacements des corps célestes. Je le ferai pour la Lune, et vous, Galilée, pour Jupiter. » Isaac Newton a passé de nombreuses années à étudier l'alchimie, les entités cosmiques et l'âme du monde. Sa loi de la gravitation universelle implique une vision sacrée. Toute particule de matière attire les autres particules. Tout est en intercommunication, mais de l'avis de Newton, une telle force ne peut émaner des particules elles-mêmes. Elles n'ont pas un tel pouvoir d'attraction. Cette force gravitationnelle dépend plutôt de Dieu, dit Newton. C'est l'expression de sa volonté. Cet aspect de la pensée de Newton a cependant été vite oublié. Les forces cachées interférant dans l'espace ont vite été attribuées à la matière elle-même. Elles proviennent de la matière elle-même plutôt que de Dieu. Quand Dieu fut finalement complètement éliminé de la vision de Newton, il ne resta plus que l'équilibre universel. L'univers est basé sur un équilibre espace-temps absolument mathématique, contenant des forces et de la matière inerte et totalement gouverné par une loi mathématique interne. Tout comme Kepler, Einstein était lui aussi fortement imprégné du sens de la rationalité mathématique de l'univers. Il écrivait « L'individu ressent la futilité des désirs et des buts humains et la sublimité et l'ordre merveilleux qui se révèlent tous deux dans la nature et dans le monde de la pensée. » L'existence individuelle lui apparaît comme une sorte de prison et il veut faire l'expérience de l'univers comme d'un ensemble unique, magnifique. Quelle profonde conviction de la rationalité de l'univers et quel ardent désir de comprendre Kepler et Newton ont-ils dû éprouver pour avoir passé des années de travail solitaire à démêler les principes de la mécanique céleste. Seul celui qui a voué sa vie à des buts semblables peut comprendre de façon manifeste ce qui a inspiré ces hommes et leur a donné la force de rester fidèles à leurs objectifs en dépit des échecs sans nombre. Depuis 10 000 ans, l'homme a essayé de se mettre en parallèle avec le cosmos. Le concept d'un univers en évolution qui a commencé avec des dieux venus des étoiles, des vaisseaux spatiaux et des télescopes, nous emportera vers une vie totalement nouvelle.
Phyllis Griscom est la fondatrice de l'Institut mondial de la lumière et de l'école Nizhoni pour la conscience globale. Elle enseigne l'harmonie de l'homme selon sa place dans l'univers et les niveaux de conscience de l'esprit appliqués aux lois cosmiques. Tout est vivant. Tout. À l'intérieur ainsi qu'au-delà de nos champs perceptifs, à l'étincelle de vie. L'univers n'est que l'expression de ce que nous pouvons toucher, sentir et voir. Nous sommes faits d'atomes de carbone. Les étoiles sont faites d'atomes de carbone. La Terre est faite d'atomes de carbone. Nous nous interpénétrons et nous évoluons tous à l'intérieur du même milieu. Quand une conscience est capable de ressentir cela à la manière d'un enfant, pour un enfant, un caillou est vivant et parle, un oiseau aussi ou une plante. Il a ainsi l'occasion de s'identifier avec l'univers. Nous avons perdu cette identification. Il est nécessaire pour nous aujourd'hui d'aller au-delà de la compression de notre vie quotidienne afin de comprendre le but de notre existence. L'univers nous fournit une magnifique toile de fond pour y arriver et la capacité de poursuivre au-delà des limites de notre petit moi et de regagner ce sens d'appartenir à quelque chose de plus grand que notre individu. Alors nous nous tournons en direction du ciel dans l'espoir d'y trouver une compréhension plus grande de nous-mêmes afin de participer à la quête de la connaissance universelle et de tendre nos mains à la recherche d'éventuels voisins cosmiques. Johannes von Butler. Si nous considérons que la plupart des étoiles de la Voie lactée sont 2 fois plus vieilles que notre Soleil, soit 10 milliards d'années, alors il peut évidemment y avoir d'anciennes civilisations très avancées. Des civilisations qui ont développé les voyages interstellaires. Alors ma réponse serait, il est probable, pas seulement possible, mais probable, que des voyageurs extraterrestres voyagent vers d'autres systèmes solaires, d'autres systèmes planétaires. Donc, nous devrions nous attendre à avoir des visiteurs extraterrestres dans notre système solaire, qui observent la civilisation humaine. Aussi fantastique que cela puisse paraître, des photographies d'appareils volants inconnus, appelés OVNI, ont été prises à travers le monde, retenant l'attention du public depuis des décennies. Cette photo a été prise au Brésil en 1978. Ceci a été photographié en Suisse en 1975. Ces 2 ovnis ont également été photographiés en Suisse en 1975. Cette photo a été prise en 1971 en Australie. Cet objet a été vu au Canada en 1987. Cet ovni a été photographié en Allemagne en 1977. Cette photo a été prise en Colombie en 1971. Cette photo d'un objet brillant a été prise à Charleston, en Caroline du Sud, en 1980.